Bonjour, je vais donc vous présenter l'article paru cette année intitulé « Les bénéfices du rivaroxaban associé à l'aspirine en termes de mortalité chez les patients présentant une coronaropathie chronique ou une artériopathie périphérique chronique ». Donc, cette étude s'inscrit merci. Donc, cette étude s'inscrit dans la lignée, sur la dernière décennie, de nombreuses études cherchant de potentiels traitements complémentaires au cardégique dans le cadre de l'artériopathie qui constitue un problème de santé publique majeur en termes de morbidité. Pour exemple récent, on a donc en 2011 cette étude Atlas qui se limitait donc aux patients présentant un SCA prise en charge donc, dans les 7 jours suivant un SCA et qui montrait, je voulais comparer donc, la situation du rivaroxaban associé, donc, dans tous les cas, un traitement médical optimal chez les patients présentant un SCA, donc cardégique notamment, montrer la supériorité du rivaroxaban à différentes doses versus placebo sur un critère composite associant mortalité, AVC, infarctus du myocarde, donc critères cardiovasculaires de mortalité majeure, et on voyait donc une différence statistiquement significative chez les patients en post-SCA récent ou semi-récent. Par la suite, donc en 2017, et c'est les auteurs de cette étude qui ont publié l'étude Compass en 2017, c'était une étude plus générale donc, qui montrait, qui cherchait à mettre en évidence l'avantage, la supériorité du rivaroxaban associé à l'aspirine à dose antiagrégante chez les patients présentant soit une coronaropathie chronique, soit une AOMI. Et pour le coup, c'était une étude de forte puissance, multicentrique, internationale, associant 602 centres dans 33 pays sur Terre, et qui avait comme critère de jugement principal, donc là encore, un critère composite associant mortalité cardiovasculaire ou accident vasculaire cérébral ou infarctus du myocarde. Cette étude publiée en 2017 répartissait les patients en 3 groupes, rivaroxaban 2,5 x 2 plus aspirine 100, ou rivaroxaban à plus haute dose 5 x 2 plus placebo, ou aspirine plus placebo. Et il se trouve donc, voilà, on a donc la Kaplan-Meier du hasard ratio de cette étude prospective qui montrait donc que les patients traités par rivaroxaban à 2,5 en particulier, associés à l'aspirine, ont présenté moins d'événements ischémique en comparaison aux patients traités par aspirine seule avec un petit p très significatif inférieur à 0,001. Donc ça, c'est sur le critère composite CV, AVC ou IDM. À noter donc qu'à l'époque, le rivaroxaban à 5,2, à 5 mg x 2 par jour n'avait pas montré de supériorité et avait montré surtout une intolérance en termes de saignement majeur significatif par rapport aux autres groupes de l'étude. Donc, l'étude Compass de 2017 avait comme critère principal, comme critère de jugement principal ce critère composite. Il se trouve qu'à l'époque, ils avaient 3 critères secondaires à étudier, que je vous ai surlignés ici, dont notamment en 3e, la mortalité. Et c'est donc ce critère secondaire de l'étude de 2017 qui va être étudié, en tout cas décrit dans le papier publié cette année par les mêmes auteurs. On est donc dans la continuité de l'étude Compass de 2017. Et le but est d'évaluer sur le critère de jugement principal, qui est la mortalité, l'association rivaroxaban, aspirine 100, donc sur mortalité globale et sous-groupe de mortalité en termes de cause cardiovasculaire ou non cardiovasculaire. Les patients inclus dans cette étude donc, sont les patients artéritiques, que ce soit coronaropathe ou périphérique. C'est défini comme, pour le versant coronaropathie, un patient ayant une maladie coronaire stable, un antécédent d'infarctus du myocarde, une maladie coronaire associant ou plusieurs troncs, ou alors un antécédent de chirurgie orthocoronaire. Pour ce qui est de la définition de l'atteinte périphérique stable, vous voyez entre parenthèses un antécédent de chirurgie open ou endo, une sténose artérielle des membres inférieurs sans plus de détails, ou alors une atteinte carotidienne supérieure à 50%. Voilà, là j'ai reprécisé le fait que l'étude initiale était une étude multicentrique, prospective, contrôlée, randomisée en double aveugle. Le point important est que cette étude a été arrêtée au bout de 23 mois de façon prématurée du fait de la supériorité du bras rivaroxaban aspirine
sur le critère de jugement principal qui était alors composite et non pas la mortalité, ce qui peut potentiellement entraîner un biais et une discussion à la fin de cette présentation, car l'étude était initialement prévue dans sa construction initiale pour 2 ans. Alors, ça ressemble un peu à l'étude Capri qui avait recréé des groupes, enfin, qui avait créé des groupes coronaires, maladies neurovasculaires et maladies artério-périphériques. Ouais. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est l'étude Capri qui est un petit peu ça, où l'étude globalement était positive, et en fait, l'étude Capri comparait aspirine et Plavix, et globalement était positif, mais en fait, c'était surtout lié au bénéfice du groupe artériopathie. En fait. On va voir un peu si quelque chose qui bouge dans ce sens-là. D'accord. Pour ce qui est de la définition donc, du critère de jugement, on classait la mortalité en cause cardiovasculaire ou non cardiovasculaire. Donc, on analyse des causes cardiovasculaires soit dans les 30 jours après un infarctus du myocarde, soit dans les 30 jours après un AVC ischémique ou hémorragiquement indéterminé, soit après défaillance cardiaque aiguë. Voilà, sachant que dans l'ordre qui est précisé ici, chaque item n'est exclu l'item précédent. Par exemple, une insuffisance cardiaque aiguë post-infarctus du myocarde va rentrer dans la case infarctus du myocarde et pas insuffisance cardiaque chronique acutisée pour une raison indépendante. On a aussi donc le décès 3 jours après une intervention cardiovasculaire, sans que ce soit précisé. En termes d'étiologie, c'est de l'endovasculaire, c'est une chirurgie ouverte. Ou alors une mort subite estimée comme de cause cardiovasculaire, c'est-à-dire une arythmie objectivée lors de la mort subite du patient sur ECG ou Holter, ou alors un décès précisé. Voilà, cela c'est défini en tant que tel dans l'article, inexpliqué, sans cause non cardiovasculaire retrouvée dans les 24 heures suivant la constatation d'un patient vivant et stable juste avant. On oppose donc à ces causes cardiovasculaires les causes non cardiovasculaires, cancer, saignement ou alors défaillance d'organes tels que cités juste après. À savoir donc aussi que la mortalité n'est pas cardiovasculaire dès le moment où il y a une cause non cardiovasculaire retrouvée. Par exemple, un patient qui décède mais qui a un cancer sous-jacent sera considéré comme le décès sera considéré donc de cause maligne et non et possiblement non cardiovasculaire. Dernière chose, l'analyse en termes de méthode a été réalisée en intention de traiter. Donc les patients qui devaient recevoir rivaroxaban aspirine, quel que soit le traitement reçu ou non reçus sont restés analysés dans ce bras et pareil pour le groupe aspirine seul. Donc pour les résultats, 18 278 patients répartis en 2 bras équilibrés et on observe donc des petits P significatifs donc, en termes de mortalité. Pour ce qui est de la mortalité, toutes causes confondues, on a donc l'association rivaroxaban aspirine qui montre une diminution excusez-moi, une diminution, voilà, une diminution significative de la mortalité pour le bras sur la bithérapie, avec en l'occurrence les causes cardiovasculaires qui ont un petit p inférieur à 0,5 comparativement aux causes non cardiovasculaires. Ce qui est précisé dans l'article, donc, voilà, la conséquence est donc que potentiellement, en suivant cet article, on rend compte que la bithérapie diminue la mortalité globale et la mortalité cardiovasculaire, mais pas celle qui est d'étiologie différente. À noter, je n'ai pas le petit p ici, mais selon les auteurs, le décès faisant suite à une insuffisance cardiaque acutisée, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes, 17 décès dans le groupe associant à la bithérapie versus 15 dans le groupe associant qui avait juste aspirine. Ça veut dire que c'est plus artériopathie, quoi. Oui, tout à fait. Donc, voilà, pour ce qui est des résultats qu'on vient de citer, on a une réduction de mortalité statistiquement significative avec un petit p significatif ici de 18% pour la bithérapie. Je rappelle donc rivaroxaban à 2,5 x 2 associé à l'aspirine versus aspirine seule. Pour ce qui est, voilà, cette mortalité prédomine sur les causes cardiovasculaires, mais pas de différence statistiquement significative sur les autres causes de mortalité. Voilà ce que je viens de préciser. Pour illustrer le propos, on a la Kaplan-Meier du hasard ratio de cette étude, montrant ici donc toutes causes de mortalité confondues.
bithérapie ou monothérapie. Là, ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Et ici, on a la comparaison entre les caractéristiques de la population initiale par rapport à ceux qui sont décédés. On se rend compte donc que les patients décédés étaient significativement plus âgés. Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas de différence significative sur les valeurs de pression artérielle mesurées dans cette étude. Il y avait potentiellement une différence croissante entre le fait de n'avoir jamais fumé ou être un fumeur actif, sachant qu'entre les deux, on a une valeur non significative, donc ce n'est pas une valeur linéaire vraiment tout à fait une valeur significative à chaque stade. Et après, pour les facteurs de risque cardiovasculaire plus classiques, on a des valeurs significatives qui suivent le propos. On se dit, après, on sait que les diabétiques ou les gens qui ont fait un AVC meurent plus que les autres. Ouais, tout à fait. Mais là, en tout cas, c'est factuellement décrit sur le plan statistique, mais tout à fait. Ouais. En complément donc, de cette étude statistique, les auteurs ont fait une étude en sous-groupe, donc en se basant sur l'âge des patients, la présence de plusieurs territoires vasculaires atteints par la pathologie inflammatoire chronique, la maladie rénale chronique, le diabète, l'insuffisance cardiaque, ou alors l'association de plusieurs de ces facteurs. Et ils ont calculé pour chacun de ces groupes une augmentation, une variation relative, une variation absolue du risque, et en ont déduit par l'inverse le nombre minimum de patients à traiter pour éviter du coup le critère principal qui est la mortalité. Donc la réduction absolue de risque, qui correspond donc qui correspond à la différence de risque absolu dans le groupe traité et le groupe témoin, pouvant être exprimé en pourcentage ou en différentes incidences par 1000 années patients ou par 1000 la durée de l'étude patient, ici à 30 mois. Alors là, ça apparaît en petit, mais donc globalement, on a des chiffres qui suivent ce qu'on peut observer de façon empirique et par rapport à ce qu'on peut imaginer des comorbidités des patients. C'est que globalement, la bithérapie associant rivaroxaban aspirine permet une réduction absolue du risque progressivement en termes de nombre de facteurs de comorbidité associés. Donc, plus on a de facteurs de comorbidité associés, plus la réduction absolue de risque est significative, et donc moins le nombre de patients à traiter pour éviter un décès est important. Ce qui sous-tend à dire que globalement, voilà, la bithérapie serait vraiment plus utile chez les patients très comorbides. Tout ça dans la réserve que c'est toujours un critère de jugement secondaire à l'étude qu'on passe, qui avait un autre critère de jugement principal. Les conclusions de l'étude, donc précisées en tant que telles dans l'article, c'est que les résultats sont en faveur d'une supériorité de l'association de la bithérapie par rapport à l'aspirine seule sur la mortalité toute cause, et en particulier cardiovasculaire, qui pour le coup n'est pas un critère composite, mais un critère unique et à pertinence clinique stricte et immédiate, et sans discussion. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative sur les décès non cardiovasculaires. Et donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les réductions absolues de risque sont progressivement croissantes avec l'association des comorbidités, facteurs de risque cardiovasculaires. Pour ce qui est par contre des limites et discussions de l'étude, alors l'étude cite en premier l'absence de bénéfices en termes de décès sur l'insuffisance cardiaque en elle-même, qui peut potentiellement sur le plan physiopathologique théorique s'associer à justement une défaillance mécanique plutôt que le mécanisme ciblé par une action anti-agrégante, anticoagulante, qui serait plus de l'ordre de diminuer la mortalité sur le plan conceptuel sur une thrombose aiguë vasculaire, si le décès était associé à cela, ou alors une cause électrique associée à l'insuffisance cardiaque aiguë. L'autre principal questionnement qu'on peut se faire, c'est donc que la mortalité était finalement un critère secondaire et non pas principal de l'étude qu'on passe, parue 4 ans auparavant. D'autant plus donc que l'étude a été arrêtée au bout de 23 mois, excusez-moi, je crois que c'était 23 mois si je ne me trompe pas, ce qui fait qu'il y a potentiellement un effet globalement de perte de données, de censure de données assez important,
L'étude n'a pas été designée sur la mortalité. Tous les calculs potentiels de patients, nombre de patients pour avoir une puissance suffisante n'ont pas été calculés sur ce critère. Donc, d'un point de vue mathématique et statistique, on peut émettre quelques réserves sur la validité interne de cet article en particulier. Et donc, d'autant plus que l'arrêt a été prématuré. La mortalité, c'est vraiment sur des critères temporels qu'on étudie le bénéfice de la bithérapie par rapport à l'aspirine seule. Du coup, le fait d'avoir une censure de données à 23 mois sans c'eût été le critère de jugement principal pose potentiellement vraiment un souci sur la suite, sur le moyen et long terme, et si ça apporte vraiment un bénéfice au-delà de 2 ans de traitement par bithérapie versus monothérapie. Donc voilà les différentes réserves que je pouvais avoir par rapport à cette étude. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous. Eva, je sens que tu as une question 2. Bien Flora, par contre. Effectivement, on est assez convaincu par les résultats. Effectivement, dans toutes les études anticoagulants, anti-agrégants, il est important de regarder non seulement les diminutions de risque de mortalité cardiovasculaire, mais les mortalités globales, toutes causes confondues. Parce que si, par exemple, on diminue la mortalité cardiovasculaire au prix de hémorragie et on tue les patients en les faisant saigner, ce n'est pas un bénéfice global, on va dire, qui est satisfaisant pour la macro-population. Par contre, ici, effectivement, on n'a pas non plus les bénéfices sur la mortalité cardiovasculaire n'est pas diminué par les risques hémorragiques, parce que ce n'est pas non plus énormément. Ouais. Et après, à voir, est-ce que la stratégie anti-agrégante, genre aspirine plus Xarelto, c'est probablement quand même comparable ou mieux même sur l'efficacité et peut-être même mieux aussi sur les risques hémorragiques contre aspirine Plavix utilisé globalement. Oui, mais là, c'est pour des patients non vascularisés. C'est pour des patients en long cours. Donc là, en fait, le comparatif, c'est plutôt aspirine rivaroxaban versus Plavix seul. Mais après, il y a le voyageur, c'était après la vascularisation. Oui, là, c'est comparé. Moi, il y a un tableau que je trouve très intéressant, c'est ce dernier tableau, où finalement, ce qu'on se rend compte, bon, c'est que pour des patients à faible risque, il faut quand même en traiter 200 quelque chose. Par contre, dès qu'on arrive sur des patients à haut risque, donc la dernière ligne, il suffit que d'en traiter 19 sur 30 points, c'est ça, pour obtenir la réduction d'un décès. Là, du coup, donc peut-être que cette ligne de traitement au long cours, parce qu'il y a pas aussi d'observance, c'est un problème, c'est peut-être des patients, encore parmi nos patients, des patients qui sont un peu plus à haut risque que les autres. Il faut associer quand même systématiquement à ce traitement l'épipépère. Et ben, en France, on n'a pas demandé de plus sur le marché. Bon, l'Ivaroxaban à 2,5, il est toujours pas mis sur le marché. Et on a une idée quand ce sera mis sur le marché? Je ne pense pas jamais. Il y avait certaines promesses, mais finalement, ça n'a pas abouti depuis un an et demi au niveau de remboursement. Il n'y a pas de comparateur parce qu'en fait, ça se substitue par l'Ivaroxaban 10, parce que ça va bien, ni par. Tu veux dire que le 2,5 n'est pas sur le marché? Oui. Le 2,5 n'est pas sur le marché? Bon, il est autorisé sur l'Europe, il n'est pas remboursé en France. D'accord. C'est vrai que pour ce qui est de la tolérance en termes d'épisodes de saignement, il y avait en effet, on passe plus de saignement dans la bithérapie que dans la monothérapie par aspirine, sans que ce soit tant que ça entraîne une perte de chance supplémentaire en termes de décès de saignement majeur, à contrario du rivaroxaban 5x2. C'était aussi l'occasion notamment de révéler des néoplasies digestives encore occultes à ce moment, sachant qu'il n'y a pas encore d'études qui aient montré que ça permette de les prendre en charge à un moment plus précoce. Donc, c'est pas forcément le saignement sur bithérapie pourrait potentiellement faire révéler des tumeurs plus tôt sans qu'on ait vraiment de bénéfices en termes de pronostic sur le cancer sous-jacent. Ce n'est pas encore prouvé en tout cas. Et la dernière chose, c'était aussi, je voulais aussi préciser dans la discussion, c'est vrai que les décès cardiovasculaires, il n'y a pas d'évolution significative. Je pense qu'en pratique clinique, c'est assez intéressant dans la mesure où on a
quand même un certain nombre de patients qui associent en comorbidité une néoplasie associée au terrain cardiovasculaire pour faire des ischémies aiguës, des thromboses aiguës sur syndrome paranéoplasique thrombophilique. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut avoir de façon empirique envie de mettre un xarelto, une SBPM pour l'associer. Là, cette étude, voilà, dans ses limites de validité, tendrait à dire que ça n'a pas forcément d'intérêt d'associer du xarelto à du cardiologique sur un épisode occlusif aigu dans le cadre d'un syndrome paranéoplasie, avec toutes les réserves voilà, de la validité de la puissance de cette étude. Bon, merci beaucoup, Victor, pour Merci à cette vous. présentation. Bonne journée à tous.